Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au chapitre 4 de notre étude de la thermodynamique, à savoir les gaz parfaits. Et dans cette première vidéo consacrée aux gaz parfaits, nous allons étudier le modèle des gaz parfaits et certaines de leurs propriétés. Nous verrons les transformations élémentaires réversibles dans d'autres vidéos. Alors, la première chose, qu'est-ce qu'un gaz parfait? Alors, le gaz parfait, la définition, c'est un modèle mathématique permettant de prédire la température d'un gaz en fonction de sa pression. Donc, c'est-à-dire, on se propose de mesurer très simplement la température T à l'aide d'un manomètre, en stipulant que la température est directement proportionnelle à la pression et inversement proportionnelle à la masse volumique. On reviendra là-dessus par la suite. Alors, on connaît l'équation d'état des gaz parfaits, PV est égal à RT, alors qui se décline en plusieurs variations, P grand V égale MRT, P grand V égale nRT, si on parle avec des moles, la masse. Et nous, on utilisera beaucoup la première. PV est égal à RT, avec P la pression du gaz, V le volume spécifique en mètres cubes par kilo, T la température en Kelvin forcément, et R, grand R ici, la constante du gaz considérée. Alors, dans beaucoup d'ouvrages, on fait la distinction entre un petit r ou un grand R, c'est pour ça qu'ici j'ai un peu mélangé les notations, où on stipule que le grand R est une grandeur universelle qui vaut 8,31 joules par Kelvin mole. Alors, dans notre cas, dans notre étude de la thermodynamique, comme on va beaucoup utiliser la première formule qui est affichée ici, on va utiliser la constante R, qui est la constante du gaz considéré. Alors, pour l'air de mémoire, c'est 287, mais de toute façon, dans les exercices, ça sera toujours précisé. Alors, que représente et que ne représente pas un gaz parfait? Premièrement, le modèle du gaz parfait est le modèle le plus simple qu'on peut utiliser pour imaginer le comportement d'un gaz. Alors, dans ce modèle, les molécules sont comme des petites sphères qui vont rebondir les unes contre les autres, un peu comme si on avait plusieurs boules de billard en mouvement chaotique qui se percutent et qui vont se rebondir les unes sur les autres, sans s'attirer ni dissiper leur énergie par frottement. On est dans le cas ici de Gauss sur l'image. Alors, dans ce cas chaotique, la température, c'est une mesure de l'énergie cinétique des molécules, et on la quantifie en mesurant la force d'impact des molécules sur les parois, c'est-à-dire finalement la pression. Et donc, on peut lier température et pression par une loi de relation assez simple. La température est une fonction de la pression. Alors, plus le nombre de molécules impactant la surface est faible, plus il faut qu'elle impacte fort pour que pour garder la température à une pression donnée. Et donc, on va dire que la température est inversement proportionnelle à la masse volumique, et donc ces deux relations nous permettent de dire que la température est proportionnelle à la pression et au volume spécifique. Alors, qu'est-ce qui ne va pas représenter les gaz parfaits? Alors, vous avez déjà plus ou moins compris, j'en ai déjà parlé. Il y a plusieurs choses qu'on néglige en développant le modèle des gaz parfaits. En effet, la première chose qu'on va négliger, ce sont les relations, les forces attractives qui existent entre les molécules entre elles, et qui jouent un rôle important dans l'influence que vont avoir ces forces. De plus, les molécules ne sont pas de simples sphères, mais ce sont, en fonction des molécules, des structures plus ou moins complexes, qui vont donc impacter sur les sphères, les molécules entre elles. On retiendra pour l'instant que le modèle des gaz parfaits fonctionne mieux lorsque les molécules se percutent à grande vitesse, donc c'est-à-dire que lorsque les températures sont élevées, et lorsque l'espace entre ces molécules est grand, et donc elles s'attirent peu finalement, c'est-à-dire quand le volume spécifique est grand. Alors, il ne faudra pas longtemps pour comprendre que y a une limite importante à cette notion des gaz parfaits, PV est égal à RT, c'est-à-dire que si on considère l'équation telle quelle, PV égale RT, on indiquerait qu'une masse non nulle de gaz occuperait un volume nul à une température nulle. P grand V est égal à MRT, ça voudrait dire que si la température est nulle, le volume, PV, est égal à 0. Et évidemment, on comprend qu'il n'y a pas possibilité d'avoir un volume nul, même si la température est de 0 Kelvin. Dès lors, il y a eu plusieurs équations d'état qui peuvent être utilisées, mais c'est l'équation de Van der Waals proposée à la fin du XVIIIe siècle, que vous avez sous les yeux ici, qui a retenu l'attention de beaucoup de monde. P plus A sur V carré, fois V moins B
est égal à RT avec A et B des constantes. Et donc cette équation a l'intérêt de tenir compte de deux facteurs qu'on a ignorés jusqu'à présent, à savoir l'attraction des molécules entre elles, hein, avec le terme A sur V carré. Ça fait référence un peu aux lois de gravitation, aux lois de Coulomb. Par exemple, la loi de Coulomb, ben, c'est une constante fois les charges divisées par la distance au carré. Pour les masses, la loi de gravitation, ben, on a aussi une constante fois les masses divisées par la distance au carré. Donc on comprend qu'il y a vraiment un facteur, un terme ici qui fait référence à l'attraction des molécules entre elles. Et le terme B ici qui fait référence au volume occupé par les molécules elles-mêmes, hein, puisque ce terme B va se retrancher au volume disponible quand on va être à 0. Alors il y a moyen hein, de déterminer les termes A et B, mais il y a quand même des difficultés beaucoup de difficultés pour déterminer ces termes. Néanmoins, cette expression, donc l'équation de Van der Waals, elle lui a quand même valu un prix Nobel en 1910. Alors, pour la petite anecdote, hein, le terme A pour un corps pur, hein, j'insiste, pour un corps pur, ça vaudrait 27 R carré fois la température critique sur 64 fois la pression critique. Et le petit b vaut R fois la température critique sur 8 fois la pression critique. Donc ça c'est juste pour un corps pur, donc vous comprenez que les termes A et B sont pas évidents à trimballer dans les équations. Et donc dans notre étude de la thermodynamique, on va se limiter uniquement au modèle des gaz parfaits, donc PV égale RT. On va maintenant définir les propriétés des gaz parfaits, et la première propriété qu'on va étudier, c'est les capacités calorifiques. Alors, on a déjà abordé la notion de capacité calorifique, ou chaleur massique, au chapitre 1, où on avait défini la capacité calorifique, comme la quantité de chaleur nécessaire pour augmenter d'1 degré la température d'1 kilogramme d'un corps. Donc c'est-à-dire, la capacité, c'est dQ sur dt. Alors il y a une quantité infinie de possibilités de faire varier la température d'un gaz quand on lui fournit du travail, quand il fournit du travail, quand il reçoit du travail. Voilà. En plus, si on fait modifier la chaleur, le travail, tout ça, il y a vraiment une quantité infinie de façons de faire varier la température d'1 degré. Néanmoins, dans cette étude, on va s'intéresser à deux valeurs particulières qui servent de référence. C'est la chaleur massique, ou la capacité calorifique à volume constant, CV, et la capacité calorifique à pression constante, CP. Alors vous avez un petit exemple ici, il faut regarder d'abord l'image de gauche. On a ici deux corps. Hein. Le premier à volume constant, masse de 1 kg, et le premier dont le volume peut augmenter ou diminuer, mais qui est toujours à pression constante. C'est symbolisé ici par un piston sur lequel on est venu mettre une masse, donc la pression est constante, mais le corps peut se dilater et le volume augmenter. On va, dans les deux cas, ici à volume constant et ici à pression constante, apporter la même quantité de chaleur Q. Et si on s'intéresse aux températures finales des corps 1 et des corps 2 ici, on verra que la température, la température du corps ici à volume constant aura plus augmenté qu'à pression constante. Pourquoi? Parce que ici, il aura fallu vaincre le travail du piston, puisque le travail du piston a tendance à appuyer, donc pour que le volume augmente et que la température augmente, il aura fallu apporter du travail, qu'il n'a pas fallu apporter dans le cas de gauche ici. Et donc la température augmentera plus fort à gauche que à droite. Ici, c'est un peu le même principe. On a toujours un corps à volume constant, ici à pression constante avec le piston qui peut remonter, toujours une masse d'1 kg, et on se propose d'augmenter la température du corps A de 1 Kelvin et la température du corps B de 1 Kelvin également, et de s'intéresser à la quantité de chaleur QA et QB qu'il faut apporter dans chacun des cas. Alors je vous spoil déjà en vous disant qu'il faudra apporter moins de chaleur à volume constant qu'à pression constante, mais on va y revenir dessus dans 2 minutes. Alors on a ici un graphique des propriétés CP et CV, et du rapport entre les deux gamma, CP sur CV. Alors on voit dans le cas ici, il me semble que c'est pour de l'air, hein, le graphique qui est là, le CV de l'air a une moyenne de 718 joules par kilogramme Kelvin, et le CP de l'air a une moyenne de 1005 joules par kilogramme Kelvin. Alors j'ai bien une moyenne parce qu'on voit que l'allure de la courbe CV et de la courbe CP n'est pas une constante et elle a tendance à changer avec la température quand celle-ci augmente fortement. Alors
dans notre étude, on ne s'intéressera pas à l'évolution de cette température, mais on prendra des applications, en tout cas la plupart de nos applications nous permettront d'utiliser raisonnablement les valeurs moyennes que je viens de citer, à savoir 718 et 1005, mais c'est important de savoir que c'est pas tout le temps le cas et qu'en fonction de la température, eh bien, ça peut changer. Alors, on va maintenant s'intéresser justement à revenir là-dessus. On va observer les quantités d'énergie en jeu dans l'expérience qui avait été décrite précédemment, et on va s'intéresser à l'énergie interne et on va voir des choses qui vont se combiner, ça va être intéressant. Alors pour ça, je vais aller sur mon tableau blanc. Je vais peut-être reprendre l'image. Celle-ci. Voilà. Alors, dans le cas de gauche, on sait que la quantité de chaleur QA à apporter au corps, ici, c'est CV fois delta T. Alors ça vient de la fameuse définition de C qui était égale à dQ sur dt, si on remet ça, des grands T, hein, c'est pas un temps, c'est une température, excusez-moi. Donc évidemment, si on remet ça dans l'ordre, on va obtenir cette forme ici. Et on peut du coup appliquer le premier principe de la thermodynamique à mon corps ici à gauche, à savoir W12 plus Q12 est égal à la variation d'énergie interne. Alors ici, le travail, dans mon cas à gauche, il est nul, hein, puisque y a rien qui se détend. Ma chaleur Q12 ici, ben, je l'ai appelé QA, et tout ça vaut la variation d'énergie interne delta U, et du coup, je vais pouvoir tirer delta U, dire que ça vaut, eh bien ici, CV fois delta T. Ou QA, tout simplement. Alors si on s'intéresse maintenant à la partie ici, à droite, je vais donc par la même réflexion de ce C ici, obtenir que QB, c'est égal à, alors ici c'est plus CV, mais c'est bien CP, hein, puisqu'on travaille à pression constante, fois la variation d'énergie, fois la variation de température, pardon, delta T. On va écrire le premier principe dans ce système. Alors ici, on peut pas dire que le travail est nul, puisque le volume va croître. Et il va croître avec une pression constante, et donc on va pouvoir écrire ici que le travail W12, c'est égal à moins, toujours, la pression qui est une constante, fois la variation de volume ici, delta V. Et donc, attention, quand je dis la variation de volume, c'est la variation du volume spécifique. Ici, delta V, parce que je travaille avec des lettres minuscules, mais on aurait pu écrire avec delta grand V si on avait écrit grand W ici, et intégrer la masse dans mon équation. Donc, je reviens sur ce que je disais. Donc, je vais avoir ici la quantité de chaleur QB, moins eh bien, ce fameux terme ici, P constante fois delta V, et tout ça, ben, ça va être égal à la variation d'énergie interne, delta U. Alors, ben, je peux égaliser ces deux ici équations, puisque la variation d'énergie interne dans les deux cas est la même, hein. J'ai fait exactement la même chose, je l'ai pas fait de la même façon, mais je l'ai fait la même chose. Et donc, ben, si ici j'ai delta U qui vaut CV fois delta T, ici ça va être égal à, eh bien, tout ce terme-là, donc ici QB qui vaut CP fois delta T, moins le terme ici, P constante, fois delta V, comme ceci. Alors, ben, si je réorganise un peu tout, hein, si je fais passer ce terme ici de ce côté-là, et ce terme ici de ce côté-ci, il va me rester, alors, P fois delta V est égal à, alors ici je vais directement mettre delta T en évidence, et il va me rester Cp moins Cp. Alors, je peux faire passer ce delta T ici en dessous, et je vais donc avoir Cp moins Cv, qui est égal à P fois delta V sur delta T, comme ceci. Alors, on peut encore modifier certaines choses, hein. On sait du coup que P fois delta V, ben, ça va donner ici P V2 moins P V1 sur T2 moins T1. Or, si je rappelle l'équation des gaz parfaits qui dit PV est égal à
RT. Si j'écris ici P constante V1, je vais avoir RT1. Et donc, je peux écrire ici RT2 moins RT1 sur, alors ici je vais relaisser le delta T, parce que je vais mettre ici en évidence le R. T2 moins T1, ça va donner delta T sur delta T. Et finalement, le delta T s'en allant, il me reste que Cp moins Cv est égal à la constante ici, R. Alors on peut le montrer, hein, du coup, si jamais on avait dit que le Cp de l'air c'était 1005, moins le CV de l'air c'était 718, si j'ai bonne mémoire, je vérifie dans mes petites notes, ça veut bien, oui, 718. Eh bien, ça donne bien un R qui vaut 287, alors ça j'insiste, hein, c'est pour l'air. Hop, je reviens du coup à mon PowerPoint, où on va maintenant parler de la loi de Joule. Alors je vais vite, hein, mais la démonstration, vous pouvez la refaire, la relire, la repasser en vidéo autant de fois que vous le voulez. Hein. C'est pour ça que je passe vite au terme d'après. Évidemment, en classe, on en discute un peu plus. Hein. Alors, donc, on va maintenant parler de la loi de Joule. Et donc, finalement, c'est lié l'énergie et la température. Alors, en contexte historique, hein, il faut savoir que les premiers travaux de recherche visant à explorer la notion de température se sont beaucoup intéressés au gaz. Et surtout, aux manières de faire augmenter leur température. On s'est rendu compte, hein, à l'époque, qu'on pouvait soit les chauffer, soit les comprimer. C'est le cas de la pompe de vélo, j'avais expliqué ça en réunion Teams la dernière fois. Alors le français Gay-Lussac, hein, c'est le premier à s'être vraiment penché sur la question, et il cherche à l'époque à comprendre pourquoi la température d'un gaz chute lorsqu'on le détend. Et en fait, selon les concepts alors, hein, il cherche à identifier la source du calorique, donc ce fameux fluide, hein, à travers lequel la chaleur s'écoulait. Alors, il a fait plusieurs expériences, mais c'est quelques années plus tard, hein, une trentaine d'années plus tard, que l'anglais James Prescott Joule, reprend et approfondit ses expériences, à savoir qu'à ce moment-là, on a compris que le calorique, voilà, c'est un peu dépassé, et lui, il cherche à refaire les expériences de Gay-Lussac, mais cette fois en quantifiant la chaleur comme étant de l'énergie et équivalent à du travail. Alors, qu'est-ce qu'il fait, hein, il prend des ballons, hein, donc un ici à gauche rempli d'un gaz à une certaine température, il ouvre la vanne, il laisse le gaz se détendre dans le récipient numéro 2, et au niveau des températures, qu'est-ce qu'il constate? Eh bien, rien. Il n'y a pas de variation de température, et il refait l'expérience plusieurs fois, avec des températures différentes, des gaz différents, et il obtient toujours la même relation. C'est que finalement, la température n'est pas liée à le travail, hein, qu'on pourrait utiliser, mais uniquement avec l'énergie interne du corps. Et il va donc finalement définir, pour un gaz parfait hein, évidemment, que l'énergie interne, U, c'est la quantité calorifique à volume constant multipliée par la température. J'insiste à nouveau pour un modèle de gaz parfait. Hein. Donc ça marche bien pour des gaz à haute température et avec une faible masse volumique. Alors il définit aussi l'enthalpie, hein, puisqu'on sait que H c'est U plus PV. Si on sait que U c'est CV fois T, alors là je vous laisse lire la petite démonstration de Dewey dans les notes, hein, mais on va obtenir que H c'est CP fois la température. Voilà. Bon, ça fait beaucoup de choses à digérer. C'est pour ça que je parle pas de transformation élémentaire tout de suite. On verra les transformations élémentaires dans d'autres vidéos, dans la suite du cours. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.